Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du coût global d'une cyberattaque. On a trop tendance à penser que le coût d'une cyberattaque ça va juste être remettre les trucs en état, pouvoir payer la rançon et après ça je suis bon. Mais en fait il y a plein d'autres coûts qu'il faut prendre en compte. Je les ai regroupés sous 14 catégories et on va en parler tout de suite et on va regarder quels sont ces coûts et en quoi ils peuvent nous impacter. Et vous allez voir en fait qu'une cyberattaque de ransomware par exemple, où on vous demande 1000 € de rançon, ça va vous coûter bien plus que ça. On en parle tout de suite. Comme je vous le disais à l'instant en introduction, pour mesurer l'impact financier d'une cyberattaque, il y a un large panel de coûts directs ou indirects qui entrent en compte. Si on prend cet exemple dans l'infographie de l'iceberg, il y a une partie émergée, donc au-dessus de la mer, qui représente en fait les coûts financiers les plus connus, ceux qui vont nous venir immédiatement à l'esprit, et il y a une partie immergée, qui va représenter les coûts financiers cachés ou beaucoup moins connus. Ce large panel, en fait, il faut le prendre en compte globalement quand on se dit qu'on va devoir traiter un événement de cybersécurité. Je vais revenir sur chacun d'entre eux, on va donner un petit exemple, mais c'est surtout pour vous donner une idée que le coût d'une cyberattaque, si votre entreprise s'en prend une, si vous-même vous en prenez une, mais c'est plutôt orienté pour les entreprises là pour le coup, c'est que ça va bien au-delà des coûts émergés qui sont les coûts financiers les plus connus et qu'en fait on voit dans la presse. Mais il y a beaucoup d'autres choses à gérer qui ont un coût mais vraiment important pour le coup. Donc le premier bien sûr ça va être la notification client de l'intrusion. Pourquoi ? Depuis le RGPD, donc en 2018, donc le règlement général de la protection des données qui a cours en Europe, on a 72 heures en tant qu'entreprise pour prévenir ses clients qu'il y a eu une attaque sur leurs données et que leurs données ont fuité. Donc ça c'est réglementaire, c'est important, et donc c'est légal. Et c'est pour ça que ça c'est presque la première chose, et ça a un coût, il faut mettre tout en œuvre, il faut dire ok, identifier quelles sont les données qui ont fuité, quels sont les clients, identifier les clients pour lesquels ça a fuité pour pouvoir les alerter, et ainsi de suite. Donc ça c'est un coût qui est vraiment important. Ça va entraîner une enquête technique pour savoir comment c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les données qui ont fuité, pour quels clients, pouvoir alerter les clients, envoyer des mass mailing et ainsi de suite. Tout ça, ça va aussi avoir un coût de relations publiques. Comment je gère cet événement de sécurité. Il s'est passé un truc, comment je vais pouvoir prévenir mes clients, c'est une chose. Rédiger un beau mail pour leur dire voilà, on a fait ça, mais c'est déjà réglé. Vos mots de passe ont leaké, mais c'était du mot de passe haché, salé, et ainsi de suite. Après, il va y avoir aussi l'aspect comment je le défends dans la presse. Je vais dire voilà, il s'est passé ça, mais on a réglé le truc en moins de X heures. Il n'y a que X milliers de clients pour qui ça a fuité, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait tout ça, et qu'on a les enquêtes, qu'on sait ce qui s'est passé, on n'a pas envie de se reprendre une attaque une deuxième fois, par le même biais, par la même faille en fait, qui serait exploitée par les cybercriminels, les pirates. Et donc en fait, il va y avoir tout l'aspect amélioration des dispositifs de cybersécurité qui sont au sein de mon entreprise. Au-delà de régler le problème sur l'application, je vais prendre un truc qui s'appelle la sécurité périmétrique, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de mon applicatif. Dans mon réseau, je vais mettre des WAF, je vais mettre des trucs comme ça pour protéger mon infrastructure. Après, il va y avoir la sécurisation des données clients post-incident. C'est qu'est-ce que je vais faire ? Par exemple, si tous mes mots de passe avaient fuité et qu'ils n'étaient pas chiffrés, pas hachés, pas salés, qu'il n'y avait rien, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup justement d'utiliser les bonnes pratiques de gestion des données, des bonnes pratiques de développement pour régler ces problèmes-là. Et ça a un coût qui est énorme puisque ça peut vraiment demander de refaire totalement l'application alors qu'en plus j'avais prévu de faire d'autres choses. Et là justement, on va arriver dans les coûts cachés. Et après, je pense que là c'est peut-être plus, ça a plus cours aux États-Unis, ça va être tout ce qui est honoraires d'avocat et frais de justice. Parce que y a des clients qui peuvent se sentir lésés, ça peut leur poser des gros problèmes et donc ils vont faire un procès contre mon entreprise en disant voilà, les données que je vous avais confiées n'avaient pas été assez sécurisées et il se passe ça, aujourd'hui ça me pose des énormes problèmes et ainsi de suite. Tout ça, ça représente la partie émergée. Donc si on reprend rapidement, c'est les honoraires d'avocat et frais de justice, la mise en conformité réglementaire, la notification client de l'intrusion, donc ça en plus c'est réglementaire pour le coup en Europe, les enquêtes techniques pour savoir comment c'est arrivé,
qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fuité, à quel moment et ainsi de suite. La sécurisation des données clients post-incident, pour se rendre compte que là, il s'est passé ça sur les données, donc je vais les sécuriser de telle façon pour que ça n'arrive pas à nouveau. Les relations publiques pour gérer l'incident publiquement et avoir une espèce de communication de crise. On le voit souvent d'ailleurs dans les cyberattaques qui sont arrivées. Moi, je repense à Ashley Madison, dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Là, c'est vraiment typique le coup de la communication de crise, puisque les données, pour le coup, étaient vraiment personnelles et un peu embêtantes si ça fuitait. Et enfin, l'amélioration des dispositifs de cybersécurité au sein de mon entreprise, au sein de mon système d'information, dans la façon dont je développe et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment les parties émergées, donc qui est la plus visible et celle auquel je pense en premier. Après, il y a la partie immergée. Des trucs qui vont arriver un peu après, mais qui vont me coûter des sous. Et notamment, si je reprends là sur cette infographie, l'augmentation de ma prime d'assurance. Effectivement, mon assureur, peut-être que même je m'étais assuré pour ce risque cyber, il va faire augmenter ma prime parce qu'il dit en fait vous êtes quelqu'un à risque, vous ne gérez pas les choses comme ci ou comme ça. Donc ma prime d'assurance va augmenter. Et ça, c'est un coût qui va être difficile à faire redescendre. Va y avoir aussi peut-être l'augmentation du coût de la dette. Quand on va me prêter de l'argent, ça va peut-être me coûter plus cher. Parce que justement, je suis une entreprise qui est peu fiable. À cause d'une attaque de ce type-là, j'aurais pu fermer boutique et j'aurais pas remboursé mon prêteur, qui va se dire, donc si je te prête à un taux un peu plus élevé. De la même façon, c'est ce que je disais juste avant, les impacts liés à la perturbation de l'interruption des activités. Par exemple, pour régler le problème, pour sécuriser les données clients post-incident, pour renforcer mes dispositifs de sécurité, mes développeurs, ils vont pas pouvoir se concentrer sur toutes les fonctionnalités qu'ils avaient prévu de faire si jamais il s'était rien passé. Donc je vais prendre du retard. Mais donc voilà, il y a tous ces impacts qui vont perturber le flux de mon entreprise. De la même façon, je peux perdre des contrats clients dus à ça en disant moi je vais pas vous confier mes données, on va pas faire affaire ensemble parce qu'il peut se passer quelque chose si l'attaque est trop forte, vous avez fermé boutique, j'aurai pas mon produit, ou les données que je vais vous confier peuvent fuiter sur internet, j'ai pas confiance, je peux perdre des contrats à cause de ça. Et ça, c'est vraiment ça peut être problématique et ça peut potentiellement faire fermer l'entreprise parce qu'elle n'a plus de contrat client alors qu'elle a réussi à se sortir de son événement de sécurité. De la même façon, il peut y avoir une énorme dépréciation de la valeur de marque. Les entreprises de luxe, la marque, ça compte beaucoup. Une cyberattaque sur une entreprise de luxe ou une cyberattaque sur une entreprise d'État qui représente vraiment quelque chose d'important, dans lequel on a vraiment confiance, si les données fuitent, en fait, c'est critique et la marque vaut tellement cher qu'une perte de la valeur de la marque, c'est vraiment problématique. Apple, c'est une marque ultra puissante, Nike aussi. Et tout ça, voilà, c'est des choses qui font qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre d'avoir des attaques de cybersécurité. Et donc, ils ont pris toutes les précautions qu'il faut. De la même façon, et j'en avais parlé aussi lors de ma vidéo précédente, c'est la perte de propriété intellectuelle. Si j'ai une cyberattaque et qu'elle réussit, Tesla s'était fait prendre certains avancées technologiques qu'il avait sur la conduite automatique et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est le même genre de choses. Une perte de propriété intellectuelle qui va permettre à des concurrents potentiellement de reprendre de l'avance ou de complètement reprendre de l'avance par rapport à moi dans mon entreprise, alors que finalement je les avais dépassés. Donc ça c'est vraiment embêtant. Et enfin, la perte de la confiance accordée par le client. Si on reprend toujours l'exemple d'Ashley Madison, le piratage, je pense que les gens qui ont été victimes de ce piratage n'ont pas continué à payer leur abonnement. Très clairement. Et donc ça, c'est une perte sèche pour l'entreprise. S'il n'y avait pas eu cette cyberattaque, ça aurait continué à banquer tous les mois sans aucun problème. Donc voilà, donc ça c'est tous les coûts, la partie immergée, c'est pas la gestion de l'événement en tant que tel, mais c'est tout plein de coûts qui vont avoir lieu à cause de cette attaque, à cause de cette vulnérabilité. Et même si l'attaque en question n'a pas eu l'effet de faire couler la boîte, ce genre de choses-là peut complètement faire couler une boîte. Parce que, par exemple, si plus aucun client veut aller sur mon site parce que il s'est passé ce qui s'est passé avec Ashley Madison, boum, ça ferme. Si je suis dans du B2B avec des gros clients qui ont plus confiance
dans la gestion de leurs données, ça peut aussi faire complètement fermer mon entreprise, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, avec des coûts qui commencent aussi à monter pour les primes d'assurance, quand je veux emprunter de l'argent, et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là font que, au-delà de juste régler le problème, avoir eu ce problème fait que ça va me coûter énormément d'argent. Et donc voilà comment on pouvait un petit peu, effectivement, mettre les deux parties des coûts qui rentrent en ligne de compte pour mesurer l'impact financier d'une cyberattaque. Donc voilà pour les 14 coûts d'une cyberattaque. Comme vous pouvez le voir, il y en avait qui étaient plutôt, entre guillemets, les coûts qu'on a tendance à penser comme étant ceux d'une cyberattaque. Et il y a aussi toute cette partie en dessous de l'iceberg, partie immergée de l'iceberg, qui représente les coûts cachés d'une cyberattaque et qui finalement peuvent vite coûter très très cher. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a ouvert les yeux sur plein de trucs. Et donc on en arrive toujours à la même chose, qui est, je pense que ça vous coûtera toujours moins cher de le faire en amont. Toute cette étape de essayer de contrer les cyberattaques, avoir des processus pour comprendre ce qui se passe, réagir au plus vite, ainsi de suite, et limiter les dégâts, que se prendre une attaque et essayer de répondre à un incident, de revenir dessus, de le résoudre, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, avec tous ces coûts génériques auxquels on pense, plus tous ces coûts cachés, ça coûte excessivement plus cher, voire ça peut foutre une boîte par terre. Et si c'est pour un particulier, ça peut être aussi catastrophique. Voilà. D'ici là, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!